Un grand merci, Monsieur le secrétaire général de l'OTAN, Monsieur Jens Stoltenberg, de nous accorder cette interview pour LCI. L'OTAN est l'organisation militaire, l'alliance militaire la plus puissante au monde et qui joue un rôle dans la guerre en Ukraine. Comment percevez-vous la situation actuelle? Nous trouvons-nous à un tournant selon vous? Cette guerre est une guerre d'attrition. La Russie n'envisage pas de préparer la paix. Non, le président Poutine se prépare à faire davantage la guerre. Les alliés, y compris la France, fournissent une aide sans précédent militaire à l'Ukraine afin de permettre à l'Ukraine de lancer des contre-offensives, et ce, afin de libérer son territoire. C'est la seule manière de répondre à cette guerre d'agression lancée par le président Poutine contre une nation souveraine indépendante. Avez-vous confiance en cette contre-offensive ukrainienne parce que l'on entend tous les jours qu'ils sont épuisés, qu'il leur manque des munitions et que la situation est très difficile pour eux? Les guerres sont, par essence, imprévisibles. Nul ne peut affirmer quoi que ce soit avec certitude. Mais nous pouvons dire qu'il y a un courage, une détermination, une bravoure des forces armées ukrainiennes, du leadership politique et de la population. Cette bravoure, combinée au soutien militaire sans précédent fourni par les Alliés, va permettre à l'Ukraine de marquer des points avec des blindés, avec des systèmes antiaériens avancés, avec de l'artillerie. C'est la meilleure manière de permettre aux Ukrainiens de libérer leur territoire. Mais au contraire, comment percevez-vous l'armée russe? Parce que d'aucuns affirment qu'elle pourrait s'effondrer, mais d'autres leur répondent qu'elle est extrêmement puissante. Comment perçoit-on l'armée russe alors? Nous constatons que l'armée russe n'a pas la qualité, n'a pas l'équipement, n'a pas les compétences dont nous pensions qu'elle disposait. Mais ce que la Russie n'a pas en qualité, elle le compense en quantité. La Russie lance des dizaines de milliers de soldats dans la mêlée. Les pertes sont absolument énormes. Mais de l'autre côté, bien sûr, cela inflige également des pertes importantes aux Ukrainiens qui se défendent contre cette guerre d'agression brutale. Cette guerre devient véritablement une guerre d'attrition qui est une bataille des logistiques. Il nous faut donc produire davantage de munitions et fournir les dites munitions à l'Ukraine. Nous en parlerons dans quelques instants, mais d'abord, aujourd'hui et hier a lieu cette visite de Xi Jinping à Moscou. Ils échangent avec le président Poutine sur une coopération renforcée. Dispose-t-on d'éléments qui permetmettent de prouver ou d'affirmer qu'il existe une coopération militaire entre ces deux pays à l'heure actuelle? Nous n'avons pas vu de preuves que la Chine fournissait de l'aide létale, mais nous savons que les Russes ont demandé cette aide létale à la Chine. C'est pourquoi nous disons très clairement à Pékin, à la Chine, que la Chine ne doit pas fournir d'aide létale à la Russie. Cela reviendrait à soutenir une guerre illégale d'agression. Vous n'avez aucun élément sur une coopération réelle, même des éléments qui ne soient pas très clairs? C'est un défi, bien sûr, hein, car il y a différents types de soutien, et ce soutien n'est pas nécessairement létal. Il peut s'agir de capacités duales de communication ou d'imagerie. Autant d'éléments qui peuvent être utiles à l'effort de guerre de la Russie. Il y a également un soutien économique. La Chine est un partenaire commercial très important pour la Russie. Cela vous inquiète? Eh bien, nous constatons qu'il y a une tendance qui est en cours depuis plusieurs années, une tendance de rapprochement entre la Chine et la Russie. Quelques semaines avant l'invasion de février, le président Poutine s'est rendu à Pékin, il a rencontré le président Xi et ils ont signé une déclaration commune de partenariat sans limite. Ils s'opèrent de manière plus étroite dans les domaines diplomatiques, économiques, politiques, mais également dans le domaine militaire, avec des patrouilles maritimes et aériennes communes. Cette visite à Moscou fait partie d'une tendance. Mais ils ont également un plan de paix et Xi
Jinping veut échanger avec Volodymyr Zelensky. Pensez-vous que cela soit une solution pour un médiateur ou que ce soit une solution qui n'ait pas de valeur? Tout d'abord, c'est aux Ukrainiens de décider des conditions et du cadre de tout type de solution de paix négociée. Pour tout type de négociation de fin à ce conflit, la Chine n'a pas encore condamné la guerre d'agression brutale lancée par la Russie qui viole le droit international contre l'Ukraine. C'est pourquoi la Chine devrait prendre langue directement avec le président Zelensky et avec l'Ukraine. Et ce, afin de démontrer que la Chine est prête à jouer un rôle plus constructif. Je me féliciterai de tout type d'initiative, de tout type de plan qui peut permettre d'atteindre une paix juste et durable. Il y a des éléments positifs dans le plan de paix chinois. Par exemple, je pense au respect des civils, je pense à la sûreté nucléaire et au fait qu'il faut respecter l'intégrité et la souveraineté territoriale. Tout accord raisonnable pour l'Ukraine doit être fondé sur ces principes. Et ces principes sont au cœur du plan de paix proposé par le président Zelensky. Un accord basé sur ces principes et validé par l'Ukraine serait en notre faveur. Que pensez-vous de ce nouveau plan de l'UE, un plan de 2 milliards de dollars pour livrer des missiles et des munitions à l'Ukraine? C'est une décision qui a été prise hier par les ministres de la Défense et qui doit être validée par le Conseil européen. Pensez-vous que cela puisse avoir une influence sur l'issue de la guerre? C'est très bienvenu et nous nous félicitons de toutes les initiatives prises par l'Union européenne. Nous nous félicitons de tous les efforts visant à fournir de l'équipement à l'Ukraine. En tout, les alliés de l'OTAN ont fourni l'équivalent de 65 milliards de dollars en soutien militaire. Bien sûr, les États-Unis sont de loin le premier contributeur, mais il y a d'autres alliés qui contribuent de manière importante, des alliés européens. Les achats en commun, c'est quelque chose que nous connaissons depuis de nombreuses années à l'OTAN. Nous ne sommes pas rivaux en cela. Non, nous ne sommes pas des rivaux, mais nous nous complétons. Lorsque la Finlande et la Suède auront rejoint l'OTAN, 96 des citoyens de l'Union européenne vivront dans des pays membres de l'OTAN. L'OTAN est le fondement de la sécurité européenne. L'Union européenne joue bien sûr un rôle important, mais en matière de défense et de sécurité, l'OTAN est le fondement. 80% des dépenses de défense effectuées par l'OTAN sont effectuées par des pays qui ne sont pas européens. Les États-Unis, bien sûr, mais également le Royaume-Uni et le Canada jouent un rôle important pour la sécurité européenne. Qu'en pensez-vous? On a appris que la Pologne et la Slovaquie avaient annoncé qu'ils livreraient des avions de chasse à l'Ukraine. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une solution que l'OTAN doit étudier? Ces décisions sont prises au niveau national. Les alliés se consultent, bien sûr, sur ces sujets, sur les systèmes qui seront fournis à l'Ukraine. Il y a également un groupe de contact conduit par les États-Unis qui coordonne le soutien à l'Ukraine. Les alliés ont été informés des décisions prises par la Pologne et par la Slovaquie sur la fourniture d'avions de combat. L'appelez-vous de vos vœux? Êtes-vous favorable à la livraison d'avions de chasse? C'est au pays, c'est une décision nationale de décider. Mon message est le suivant. Certes, nous pouvons échanger sur les systèmes d'artillerie, sur les avions que nous pouvons envoyer, mais tout aussi important est le fait de nous assurer que tous les systèmes d'armes, que toutes les plateformes qui ont été fournies aux Ukrainiens restent opérationnelles. À cette fin, nous devons livrer non seulement des nouvelles armes, mais également des pièces détachées, des munitions, du carburant, des capacités de maintenance. Tout cela est nécessaire afin de garantir le maintien en conditions opérationnelles des matériels livrés. L'Ukraine a certes reçu des systèmes très avancés, y compris de la part de la France, des systèmes antiaériens et de l'artillerie, mais
Maintenir tous ces systèmes demande beaucoup de soutien au quotidien. Craignez-vous de nouveaux changements politiques aux États-Unis, des changements politiques qui mèneraient à l'élection d'un nouveau président qui pourrait éventuellement quitter l'OTAN et changer la situation pour l'Ukraine, par exemple? Nous sommes 30 démocraties, il n'y a jamais de garantie quant au résultat des élections dans les différents pays que nous sommes. Il y a toujours la possibilité qu'en Europe ou aux États-Unis, des personnalités soient élues qui ne soutiennent pas l'OTAN. Cela étant, depuis près de 75 ans, nous constatons que malgré les divergences, malgré les désaccords, malgré le fait que nous sommes des deux côtés de l'Atlantique avec une culture et une histoire différentes, nous avons toujours été en mesure d'assumer une défense collective. Et dans un monde plus dangereux, il nous faut assumer les principes de l'OTAN, un pour tous, tous pour un. Une attaque contre un membre de l'OTAN est une attaque contre toute l'Alliance. Et ce, non pas pour provoquer un conflit, mais pour le prévenir et pour préserver la paix, comme nous l'avons fait depuis de nombreuses années. Et même à l'époque où M. Trump était président des États-Unis, les États-Unis ont augmenté leur présence militaire en Europe. Si on se dit qu'on a peur que des personnalités soient élues qui ne sont pas en faveur de l'OTAN, eh bien, il faut renforcer les liens institutionnels entre l'Amérique du Nord et l'Europe, car ces liens traversent les tempêtes politiques et renforcent les liens multilatéraux entre l'Europe et l'Union européenne et les États-Unis. Vous aimeriez voir 300 000 personnes tout au long des frontières avec la Russie. Est-ce bien cela que vous avez déclaré? Je pense que vous faites ici référence au fait que nous renforçons notre dissuasion et notre défense avec davantage de troupes, mais également une disponibilité opérationnelle renforcée. Cela signifie davantage d'accès aux munitions, aux transports et à tous les équipements qui sont nécessaires à une disponibilité opérationnelle renforcée. Mais toutes ces troupes ne seront pas déployées sur le flanc est de l'Alliance, en France, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis également, mais avec des responsabilités spécifiques marquées quant à la protection de territoires donnés de l'Alliance. Il doit y avoir davantage de stocks prépositionnés, de munitions prépositionnées et des plans précis pour défendre les territoires de l'OTAN. Cela a été décidé au sommet de Madrid et à Vilnius. En juillet prochain? Oui, absolument, en juillet. Je pense que les alliés vont avancer encore dans la concrétisation de cette dissuasion et de cette défense renforcée. Tout cela inclut, bien sûr, davantage de troupes, mais l'ensemble de ces nouvelles troupes ne sera pas déployé à l'Est. Une partie, bien sûr. Le reste sera en disponibilité opérationnelle renforcée, se tiendra prêt à renforcer et à intervenir s'il y a une attaque. Que pensez-vous du programme français dont l'objectif est d'atteindre les 2% du PIB à l'horizon 2030? Est-ce suffisant, selon vous, pour faire face à cette guerre et aux prochaines guerres? La France est un pays allié de l'OTAN moteur, un allié puissant avec une armée professionnelle compétente et forte. La France est l'une des 3 puissances dotées au sein de l'Alliance. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. La France est un allié de l'OTAN important. La France commande le groupement tactique présent sur le sol roumain. La France a déployé les forces en Estonie afin de renforcer la dissuasion sur le flanc Est, pas pour provoquer, mais pour prévenir un conflit et pour empêcher le conflit de s'étendre au territoire de l'OTAN. La France dispose du porte-avions Charles de Gaulle. La France dispose de capacités de très haut niveau dans les domaines aériens, maritimes et terrestres. Donc nous sommes un bon élève. La France est un allié important et très compétent au sein de l'OTAN.
J'en appelle à tous les alliés afin qu'ils fassent davantage et je me félicite du fait que la France ait décidé d'augmenter encore ses dépenses de défense car nous vivons dans un monde plus dangereux, il faut investir plus. Et l'Allemagne est suffisant? L'Allemagne a décidé d'investir davantage. L'année dernière, l'Allemagne a déjà augmenté ses dépenses de défense pour avoir une meilleure disponibilité opérationnelle. Il y a ici un rattrapage car l'Allemagne a sous-investi pendant plusieurs années. L'Allemagne commence enfin à investir davantage. L'Allemagne a initié un Zeitenwende, un changement d'époque, comme l'a annoncé le chancelier Scholz. Il y aura des centaines de milliards qui seront consacrés à la défense et le seuil de 2% sera atteint. Donc, vous voyez cette guerre se prolonger pendant des années aujourd'hui? Nous devons être prêts au long terme. La Russie ne se prépare pas à la paix et quel que soit le moment auquel prendra fin cette guerre, nous vivrons dans un environnement de sécurité plus dangereux car le président Poutine veut une Europe différente, une Europe dans laquelle il peut contrôler ses voisins. C'est pourquoi l'invasion de l'Ukraine en février n'a pas été une surprise. Cela était certes un choc, mais nous y étions prêts, car il y avait une véritable tendance de la part de la Russie. La brutalité à Grozny, la brutalité à Alep, l'invasion de la Géorgie en 2008, et puis la guerre en Ukraine, qui n'a pas commencé en février 2022. Cette guerre a commencé en 2014 avec la Crimée et puis l'entrée de la Russie dans le Donbass. Tous ces éléments doivent nous pousser à investir davantage dans notre défense. Je suis navré de le dire car il est toujours plus agréable, plus facile d'investir dans l'éducation, la santé, les infrastructures, mais si nous ne pouvons pas préserver la paix, alors tous ces investissements-là ne comptent pas. Et si la guerre venait à se terminer, quelle sécurité pourrait-on apporter à l'Ukraine si celle-ci n'intègre pas l'OTAN, qu'elle ne devient pas membre de l'OTAN? Tout d'abord, nous avons tous une responsabilité. L'Ukraine doit être en capacité de se défendre, elle doit en avoir les moyens militaires. Jusqu'à la Crimée? Jusqu'à venir en Crimée? Eh bien, nous avons décidé de soutenir l'Ukraine afin qu'elle puisse défendre son territoire. In fine, cette guerre très probablement, prendra fin à la table des négociations. Ce sera aux Ukrainiens de décider quelles sont les conditions acceptables. Notre responsabilité est de soutenir l'Ukraine. Nous savons que ce qui est négocié dépend intégralement de ce qui a lieu sur le champ de bataille. Si nous voulons une solution négociée dans laquelle l'Ukraine s'impose en tant que nation souveraine et indépendante, demain, eh bien, il faut aujourd'hui soutenir l'Ukraine militairement, car ce qui est négocié dépend de ce qui a lieu sur le champ de bataille. L'été sera décisif, il s'agira d'un tournant, selon vous? Oui, c'est pour le moins une possibilité, mais encore une fois, les guerres sont difficiles à prévoir. Nous espérons tous que cette guerre terminera avec une paix durable et juste cet été. Nous devons aider les Ukrainiens à obtenir le potentiel militaire nécessaire pour libérer davantage de territoires et pour obtenir les conditions d'une solution de paix négociée. Il faut convaincre le président Poutine qu'il ne peut pas l'emporter sur le champ de bataille. Parallèlement, nous devons être prêts au long terme, car cette guerre peut durer longtemps. Dernière question. La Finlande et la Suède souhaitent devenir membres de l'OTAN. La Finlande, cela semble assez facile, on semble tout proche, mais c'est plus difficile pour la Suède parce que la Turquie et la Hongrie, mais surtout la Turquie, ne le souhaitent pas. Ne s'agit-il pas d'un aveu d'échec pour l'OTAN? La Turquie semble être à la fois en dehors et en dedans, n'est pas un allié vraiment fiable. Tout d'abord, prenons conscience du moment historique dans lequel nous sommes. Le président Poutine voulait moins d'OTAN. Il a envahi l'Ukraine en disant qu'il voulait repousser l'OTAN de sa frontière, qu'il voulait
moins d'OTAN en Europe repousser les frontières de l'OTAN. Son agression a poussé la Finlande et la Suède à vouloir adhérer à l'OTAN. Il voulait donc moins d'OTAN, il obtient les résultats opposés, il aura plus d'OTAN avec de nouveaux membres. Avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède, la taille de la frontière de l'OTAN avec la Russie va plus que doubler. La Turquie, et je m'en félicite, a annoncé qu'elle était prête à ratifier l'adhésion de la Finlande. J'ai parlé ce matin au Premier ministre hongrois. Il m'a annoncé que le Parlement hongrois était disposé à ratifier l'adhésion de la Finlande prochainement. C'est donc une étape importante. Nous allons continuer à travailler sur le dossier suédois. Mais le gouvernement turc demande des éléments qui ne sont pas réellement compatibles avec nos valeurs. Je me suis rendu à Ankara il y a quelques semaines. J'ai rencontré le président Erdogan. Il m'a dit que la Turquie était disposée à ratifier l'adhésion de la Finlande. La Turquie est également prête à reprendre les rencontres entre la Finlande, la Suède et la Turquie, dans le cadre de ce que nous appelons le mécanisme permanent qui a été établi au sommet de l'OTAN il y a un an. Et ce, afin de travailler ensemble sur le dossier d'adhésion suédoise. C'est un pas important dans la bonne direction. À Ankara, j'ai expliqué que la Suède tenait les engagements pris à Madrid, engagements visant à renforcer sa coopération dans la lutte antiterroriste avec la Turquie et visant également à lever les restrictions concernant les armements. Il est maintenant temps de finaliser la candidature de la Suède. Il faut comprendre que la Turquie a des préoccupations légitimes. Aucun membre de l'OTAN n'a subi autant d'attaques terroristes que la Turquie. Le PKK est considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne, par les membres de l'Union, par les alliés de l'OTAN. Pour la Turquie et la Suède, il est utile de coopérer. Non seulement pour la Turquie, car elle pourra se protéger mieux, mais également pour la Suède, car un certain nombre des individus concernés sont liés au crime organisé en Suède. Le PKK est une organisation terroriste et considérée comme telle par nous tous. Et il faut renforcer cette coopération pour lutter contre elle. Dernière question, ce sera vraiment la dernière. Dmitri Peskov, qui est le porte-parole de Vladimir Poutine, a récemment déclaré que l'invasion s'était transformée en une confrontation avec l'intégralité de l'OTAN. Comment répondre à cette déclaration? Sommes-nous en guerre directe avec la Russie? Non. Les alliés de l'OTAN ne sont pas en guerre contre la Russie. Nous ne sommes pas partis au conflit. Il n'y a pas de troupes de l'OTAN au sol, il n'y a pas d'aéronefs dans le ciel ukrainien. Mais les alliés de l'OTAN et la France ici jouent un rôle clé sur le point que j'évoque. Les alliés fournissent un soutien militaire sans précédent à l'Ukraine. Nous faisons cela pour permettre aux Ukrainiens de défendre leur territoire. Le droit à l'autodéfense est inscrit dans la Charte des Nations Unies. Et nous permettons aux Ukrainiens d'exercer ce droit. Cela ne fait pas de nous des partis au conflit. Nous avons l'obligation de soutenir l'Ukraine. Si le président Poutine l'emporte en Ukraine, ce sera non seulement une tragédie pour les Ukrainiens, mais également une menace pour nous tous. Cela enverra un message aux pays autoritaires. Si vous utilisez la force brutale, vous pouvez atteindre vos objectifs. Cela rendra le monde plus dangereux et cela nous rendra nous-mêmes plus vulnérables. C'est donc dans nos intérêts de sécurité de soutenir l'Ukraine. Nous soutenons l'Ukraine et nous travaillons en parallèle à éviter l'escalade, afin que le conflit ne s'étende pas au territoire de l'OTAN. C'est pourquoi nous avons renforcé notre défense, afin que la Russie comprenne bien que nous défendrons chaque pays de l'OTAN afin de prévenir l'escalade, afin de préserver la paix au sein de l'OTAN. Un grand merci. Merci, Monsieur Jens Stoltenberg, de nous avoir accordé cette interview. Merci.